Eden Park, l'année dernière, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé au total et 16 millions sur le e-commerce. Eden Park, c'est une marque, quand j'arrive, elle a 33 ans. Il y a une notoriété qui est énorme. C'est une marque que les gens connaissent. Elle a un ADN fort. Donc là, je me suis dit, OK, on fait une refonte, mais je veux aussi que le SEO soit au rendez-vous. Donc on en a impliqué une équipe SEO dès le début. Je suis arrivé, je leur ai dit, on va faire une refonte, et c'est avec Shopify. Et ils ont pris peur. Aujourd'hui, l'email, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. En fait, tu bosses pas, quoi. Naturellement, ça bosse pour toi. Bon bah écoute, Bastien, bienvenue dans les brutes acquisitions et puis les brutes e-commerce maintenant. Donc le format vient de changer de nom, mais les sujets restent assez similaires. Donc d'autant plus que toi tu es plutôt une brute e-commerce qu'une brute acquisition, a priori dans la définition de ton poste, parce que tu es directeur e-commerce chez Eden Park, que tu as rejoint il y a 2 ans et demi. Donc pour resituer un petit peu Eden Park en termes de chiffres, donc l'année dernière c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc consolidé au total, et 16 millions sur le e-commerce. À l'époque où tu es arrivé, c'était 8. Exactement. Si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que vous avez entrepris un certain nombre de chantiers que j'estime être intéressants pour nos auditeurs. On va commencer par parler de tout ce qui est touché à votre plateforme de vente. Donc, votre site internet, vous êtes passé de Magento à Shopify. On va creuser un petit peu sur les raisons de ce choix-là, comment ça s'est passé. Seconde chose, on va parler de comment est-ce que vous générez du trafic, principalement avec Meta qui vous a beaucoup porté. Et je pense qu'on traitera le sujet mix marketing au sens large. Et enfin, on parlera de marketing automation, comment vous travaillez les leads. C'est aujourd'hui les 3 grands piliers d'Eden Park. Et Bastien, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Écoute, je pense que c'est déjà pas mal, ça va bien nous occuper. Bon, bah superbe. Écoute, peut-être que tu peux nous expliquer un peu, peut-être nous donner un peu de background sur toi. Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre Eden Park ? Ouais. Moi, ça va être très simple. J'ai pas une histoire qui est folle, mais qui est un petit peu différente. J'ai pas fait de grandes écoles. J'ai pas fait HEC. J'ai presque fait rez-de-chaussée. Non, pour dire un peu. J'avais jamais entendu celle-là. J'ai presque fait. J'ai pas du tout fait d'études. J'étais pas destiné à ça parce que j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau et du coup, sport auto, du coup. Ouais, en sport auto, je suis très vite parti sur un sport-études. Et j'ai juste eu mon bac. Mes parents m'ont supplié d'avoir mon bac. J'ai eu mon bac et après, je suis parti dans le sport. Et ça a été une super école, en fait. Ça n'a pas été une école HEC, mais par contre, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à gérer le stress, j'ai appris à fédérer une équipe, etc. Donc, ça n'était pas forcément une école très technique et des fois, je manque un petit peu de ça dans certaines réunions. Par contre, il y a tout un aspect qui a été très cool. Suite à ça, j'ai monté 2 boîtes. J'ai scratché complètement à 18 ans, trop tôt, trop jeune. Mais ça m'a appris et je pense que c'est bien d'avoir des échecs comme ça. Enfin, maintenant que je suis plus âgé, je me rends compte que c'est cool. J'ai toujours resté dans la communication. Et après, je suis arrivé dans la création de sites internet. À 20 ans, je créais dans ma chambre mes sites internet. Chez mes parents, toute la nuit, je faisais mes sites. Et ben, j'en ai fait mon métier presque aujourd'hui, en allant un peu différemment, parce que je suis maintenant passé du directeur e-commerce. Mais j'ai appris à faire des sites e-commerce. Donc, je sais les construire, je sais les faire. Ce qui me permet d'avoir un background technique qui est assez cool. Au moins, je sais de quoi je parle avec les devs. Et j'ai surtout fait 5 ans chez Merci, qui est un très beau concept store sur Paris. Je pense que tu connais bien la maison mère qui est Gérard Darel, la grande sœur, on va dire. On a travaillé aussi avec Merci. Ouais, j'ai travaillé avec Merci. Donc c'est une super maison que j'adore. Le lieu est magnifique. Donc j'ai pu voir beaucoup de sujets pendant 5 ans et je suis maintenant chez Eden Park depuis 2 ans et demi. Et c'est 2 belles années qui viennent de s'écouler, c'est cool. Okay. Et donc quand tu arrives dans ton nouveau poste, où en sont les chantiers ? À quoi ça ressemble quand tu arrives ? Chez Eden Park, c'est une marque quand j'arrive, elle a 33 ans. Elle est presque tout le monde la connaît, elle a une super notoriété. Il y a une notoriété qui est énorme. Il y a, à l'époque, je pense qu'il y a 20 magasins en physique non propres. Il y a des franchises, il doit y en avoir 35. Enfin, c'est toujours les chiffres d'aujourd'hui. Et tu as 280 multimarques en France. Tu en as 140 dans les autres pays. Enfin, voilà, c'est une marque que les gens connaissent. Moi, je la connais parce que, à défaut, c'est un peu mon père qui portait du Eden Park ou alors mon grand-oncle. Ou voilà, c'est toujours un peu l'image que tu as. Tu as toujours, normalement, quand tu creuses un peu, tu connais cette marque par rapport à quelqu'un de ton entourage. C'est un peu la force d'Eden Park, je trouve. Donc, très forte notoriété. Une marque avec une histoire. C'est-à-dire que cette marque, elle a été créée par Franck Menel et 5 autres joueurs de rugby. Ouais, elle a un ADN fort, tu vois. Elle vient du rugby. L'histoire, elle est cool. Le nœud papillon rose qu'ils ont mis pendant un match. Ils ont joué la finale dans le stade Eden Park. Et du coup, il y a le nom qui venait par rapport à ça. Une marque avec une histoire, c'est très important de l'avoir. Ça permet de raconter des histoires. Et c'est une histoire vraie. Et tout est vrai dans ce que dit Eden Park. Donc, j'arrive. Déjà, tout ça est en place. Donc, ça, c'est une vraie chance pour moi. Il y a une fondation qui est assez solide. Le produit est super qualitatif et on a une clientèle qui est super fidèle. Par contre, je trouve qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore pris le virage du digital. On est pourtant en 2021, donc c'est presque un gros mot de dire qu'ils ne sont pas digitalisés, mais ils sont sur le e-commerce depuis 6-7 ans et ils réalisent 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est presque 7% du chiffre d'affaires global. C'est relativement faible. Pourtant, on vient de passer dans un Covid. Donc, normalement, tu as une croissance qui a été assez importante. Mais
ils sont pas au niveau d'avoir pris le virage digital. Donc l'idée de ces 2 ans et demi, ça a été de se dire, ok, remettons un peu le e-commerce au niveau qui doit être, revoyons un peu les plateformes, essayons de faire quelque chose de bien et d'aller chercher du chiffre d'affaires. Okay. Peut-être avant de rentrer dans le chantier technique, pour un peu mieux comprendre, aujourd'hui, quand un nouveau client, en fait, quand une nouvelle personne, un nouveau prospect devient client chez Edenpark, aujourd'hui, c'est quoi les raisons pour lesquelles il achète? Est-ce que tu as compris que c'était le storytelling, c'est un mix de tout, c'est pas très clair? Aujourd'hui, je pense qu'on vient chez Edenpark parce qu'on a entendu qu'il y avait quand même un rapport qualité-prix qui est très bon. Et moi, je peux le valider parce que je suis en interne chez eux. Aujourd'hui, on a un produit qui est ultra qualitatif. Enfin, en tout cas, on va se prendre la tête pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible, la meilleure usine, le meilleur tissu et tous les détails possibles. Et après, avec un prix qui reste vraiment très bon dans le marché. Je pense que c'est le premier point, c'est de se dire très bon rapport qualité-prix. Et ensuite, le style un peu Edenpark, qui plaît pas à tout le monde. Et puis il y a tout. Il y a du très rose. C'est l'ADN un peu Edenpark, c'est ça. Mais il y a aussi de plus en plus une ligne club qui devient de plus en plus classe, sympathique, et on essaie de se rajeunir aussi un peu. Tu vois, j'ai un suite un peu plus jeune, un peu plus oversize. Il y a 2 ans chez Edenpark, on n'aurait pas vu ça. Donc c'est cool un peu de voir tous les virages que l'on est en train de prendre Edenpark. Ok. Et tu sais un petit peu quelle part des clients viennent via l'ADN un peu rugby de la marque? Tu as une idée si c'est un argument fort de vente? Alors forcément c'est fort parce que on a l'avantage d'être ultra connu dans le milieu du rugby. Donc ça nous aide énormément. Bien évidemment, c'est ce qu'on cible, mais nous, dans notre recherche de croissance de chiffre d'affaires, on va pas forcément appuyer essentiellement là-dessus sur la France. On va essayer de s'ouvrir un peu plus à la mode. Et non, la stat, je l'ai pas réellement parce qu'on n'a pas fait vraiment d'études pour te dire quelle est la répartition. Moi, je l'estimerais à au moins 30% de notre clientèle et un fan de rugby ou pratique du rugby. Okay. Il y a le rugby, mais il y a aussi la grande taille. Aujourd'hui, on est du sizant du XS au 5XL, donc on parle à tout le monde et on peut offrir du coup un produit cool, tendance à quelqu'un qui fait du 5XL. Donc, Edenpark, alors moi je suis assez curieux, ça se touche pas du tout en fait au travail que tu as accompli toi sur la marque, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y a une telle noto? Est-ce que c'est juste le temps qui a fait son travail et il n'y a pas eu de coup de génie, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été des sauts? Je pense qu'il y a eu des coups de génie, mais je pense qu'on n'était pas né pour le voir. Ouais. La marque, elle est née en 1987. Et je te dis, l'histoire, elle est assez folle. Je vais te la raconter un peu plus. Ils sont 5, mais moi j'en retiens 2. C'est les deux que je connais au quotidien. C'est Franck Ménel et Eric Blanc qui sont vraiment les 2 fondateurs et qui sont encore présents au board. Ils jouent au Racing 92, c'est le club bleu et blanc. Là. Ils vont en finale du championnat de France au Parc des Princes. Ils jouent, je ne sais plus contre quelle équipe. Tu joues une finale. Une finale, c'est quand même, d'un tel championnat, c'est quand même chaud. Et tu décides de rentrer sur le terrain et de jouer le match avec un nœud papillon rose. Donc, tu fais pas ça juste pour impressionner les adversaires. Mais même au contraire, c'est plus ils vont te mettre une grosse mandale parce que t'as un nœud papillon rose et qu'est-ce que tu fais à faire ça. Mais par contre, je pense que c'est plus pour faire un coup de pub. Ils y pensaient indirectement et ça a été adoré par la presse. Et on n'était pas nés, mais en fait, ça... C'était quoi la symbolique derrière le nœud papillon? En fait, c'était de faire des bêtises. Ils sont arrivés avec le béret, ils sont arrivés avec des chaussettes hautes, ils en ont fait plein. Et j'ai pas vécu l'histoire, mais c'était assez fou. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est ce nœud papillon rose. Et ça a été repris par la presse et ça fait des super trucs. Ils étaient invités sur tous les plateaux de télé. On se rend pas compte. Ils ont fait un album. Ils ont chanté. Mais c'est vrai, tu vas sur Internet, tu tapes chansons Edenpark, autres. Ils ont été invités ils ont fait un clip de musique. Enfin, on se rend pas compte, mais je pense qu'il y a il y a un vrai truc qui s'est passé à cette période-là. Après ça, du coup, Franck Ménel fait la finale dans le stade en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Edenpark, qui perd la finale contre la Nouvelle-Zélande. Il revient et là, il décide de se dire, voilà, on a un nom, un nœud papillon, et on va en faire une marque, Edenpark, et puis on va faire des maillots de rugby. Donc c'était la première marque dans le monde qui faisait un vêtement qui était le maillot de rugby et qui l'avait un peu mis dans le monde de la mode. Et en fait, de ce que j'entends, j'étais pas encore né, ils n'ont même pas eu besoin de se battre réellement pour imposer leurs produits. Ça a été un succès immédiat. C'est-à-dire que, surtout principalement multimarques, ils avaient une boutique, la première boutique était à rue de Courcelles dans Paris, et ils vendaient. Ils étaient 3, c'était une entreprise familiale au début, et ils arrivaient à placer leurs produits partout, et ils ont réussi à mailler un réseau énorme en France, mais toujours en étant dans le respect un peu de leurs valeurs, de respect de faire que les magasins soient pas trop proches des autres. Et ils ont construit une image qui est exceptionnelle. Et oui, après, il y a eu des coups qui étaient assez forts. Franck Ménel le raconte très bien. Je sais pas si tu as déjà vu cette pub, mais il y a une pub où c'est un mannequin très beau gosse,
qui a un œil au beurre noir. Je sais pas si tu as déjà vu cette pub. Et en fait, limite, on dit que c'est la femme qui l'a frappé et qui lui a mis un œil au beurre noir. Et pareil, ils ont fait aussi une autre campagne de pub. Alors, il faudrait la retrouver sur Internet. C'est For You Boys, je crois, ou For You Mains. Et en fait, c'était très réac à l'époque. La pub, c'est une femme qui a une pile de linge dans les mains et qui dit, tiens, For You Main, et en fait c'était la pub Eden Park. Donc en fait le but de cette pub, c'était pas forcément de se dire on a une bonne image, c'était justement de faire réac et d'en faire un truc un peu, ça va être repris dans tous les scandales, mais c'était un peu la façon de communiquer Eden Park. Donc il y a eu plein d'histoires comme ça, et Franck veut toujours faire des bêtises à droite à gauche, c'est un peu sa façon de faire. Ok, donc c'est une ADN en fait marketing assez naturel et décalé, quoi. C'est ça, exactement. Décalé, c'est le très bon mot, c'est-à-dire il veut du très qualitatif, du très luxe, du très haut de gamme, mais avec ce switch décalé. Lui dit, il faut passer tout dans la moulinette Eden Park, c'est la moulinette du décalage. C'est pas facile toujours à ajuster pour nous. Lui, il la comprend très bien, mais il a toujours besoin qu'il y ait un petit twist qui le fasse marrer. Et donc toi, ton travail, c'est de digitaliser cette affaire? Pas de tout digitaliser, mais c'est en digitaliser une grosse partie. Donc en effet, par le e-commerce et par tous les leviers un peu digitaux qui vont nous permettre d'avoir une visibilité qui n'était pas forcément exploitée jusqu'à ce moment. En commençant par le site. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter? Donc, c'était un Magento? C'était un Magento 2. Quel problème ça posait? J'arrive en novembre, je ne sais plus quelle année, 2022 peut-être, 2021. Bref, ils viennent de passer une refonte sur Magento 2. Donc ils avaient un Magento 1 à l'époque. Donc il est neuf en plus. Il est neuf. Okay. Il est sorti en janvier. Moi, j'arrive en octobre. Donc il a 9 mois de vie, mais il est pas bien né. Il est très lent. Il y a plein de choses qui ne vont pas et qui sont pas... l'ergonomie n'est pas forcément bonne, c'est très buggé. Dès qu'il y a un peu de trafic, ça ne résiste pas à la charge. Clairement, c'est pas un beau cadeau qu'on me fait, tu vois. J'arrive et je sais qu'il y a beaucoup de taf. Du coup, la première chose, c'est que tu te dis, il faut essayer de le remettre en place et remettre les choses dans l'ordre. Mais tu te rends compte que ça va coûter beaucoup d'argent parce que Magento 2, je trouve une très belle machine, mais il faut mettre les mains dedans vraiment. Il faut vraiment savoir développer pour en faire un outil qui est très bon. Donc, qui dit développement, dit des ressources d'agence, des ressources de free ou autres qui vont coûter beaucoup d'argent avant d'arriver à un résultat qui va être convenable. On commence à essayer de faire des choses et très rapidement arrive le Black Friday. C'est un événement phare sur tous les commerçants. Et là, juste en parlant déjà avec mon équipe, c'est gros stress pour mettre les promotions Black Friday. Donc, on se dit, attends, on va le faire la veille, le soir, on va essayer de mettre les remises plutôt que de se lever tôt le matin et de voir que ça marche pas. Finalement, on passe presque 4-5 heures à essayer de mettre les remises parce que ça fonctionnait pas, parce qu'on n'arrivait pas, il y avait trop d'informations d'un coup. Difficulté à administrer ce site-là. Et 2, le Black Friday est lancé, et il y a du trafic qui arrive, c'est génial, on fait nos newsletters, ça marche, mais par contre le site il réagit plus. Donc là, tu te rends compte, je viens d'arriver depuis 1 mois, tout le monde me dit le site il est en décroissance depuis 2-3 mois parce que forcément la personne est partie, donc une fois que la personne part, il y a un peu moins d'intérêt, enfin quand il y a un changement de personne, pas de direction parce que c'était un poste de responsable à l'époque, un changement de responsable, forcément il y a un peu une perte d'activité, donc tout le monde attend ce Black Friday que moi j'arrive et que je montre que ça marche, et non, on prend ce jour-là c'est cata, pendant 5 heures le site il marche pas et on fait pas le site et le chiffre d'affaires espéré, quoi. Donc au vu de toutes ces expériences, très vite je me tourne sur d'autres solutions et assez vite on s'est tourné sur Shopify. Donc la raison pour laquelle tu as choisi Shopify, et tu as évalué quand même d'autres... J'en ai évalué d'autres, oui, tout l'écosystème qu'on connaît. Je me suis questionné sur du WooCommerce, sur du PrestaShop, sur du Salesforce qui coûtait aussi beaucoup d'argent mais qui est très 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 stable aussi. Mais à un moment, je me suis dit qu'Eden Park fait à ce moment-là que 70 millions d'euros, je crois, et on fait que 8 millions sur l'e-commerce. Je veux trouver une solution qui est au niveau de notre grosseur. C'est-à-dire qu'on fait que 70 millions d'euros. C'est rien en fait, c'est tout petit et on fait que 8 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. C'est surtout le 8 millions en fait qui est... C'est beaucoup. Certes, c'est du chiffre d'affaires pour plein de e-commerçants qui vont peut-être nous écouter haute, mais c'est pas beaucoup. Donc je me dis, ça sert à rien d'aller sur celui Salesforce, peut-être qu'on ira plus tard ou autre. Aujourd'hui, mon discours a peut-être changé, mais voilà, je le mets assez vite de côté. Puis par contre, on va voir toutes les solutions du Presta, du Woof, et même d'autres solutions que j'ai été interrogé. Et en fait, là, je suis revenu un peu en arrière. Je me suis dit, ok, un week-end, tiens, je vais me faire un site Shopify. Je vais voir comment ça réagit. Et là, je me suis fait mon site. Pas Eden Park, mais je fais mon site, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. J'ai vu les apps Shopify et j'ai vu la simplicité du produit, quoi. Je me suis dit, ok, c'est ça qu'il nous faut. Je l'ai validé avec plusieurs discussions. J'ai appelé des agences, mais j'ai appelé même des gens qui utilisaient Shopify. Tu les trouves maintenant sur LinkedIn, tu vois les gens qui utilisent Shopify, tu les appelles. T'en fous, faut ouvrir les portes. Et j'ai vu que le produit était cool et je me suis dit,
que c'est ce qu'il nous fallait, que ça allait exactement convenir. Et surtout, une fois que tu as fait toute ta checklist, de se dire, est-ce que ça va faire ce que tu as besoin de faire? Déjà, tu as validé tous ces points-là, et qu'en plus, tu as validé l'aspect budgétaire, de te dire, ok, ça te met pas dans le rouge, limite ça te fait gagner de l'argent par rapport à ce que tu as avant, et ça va t'ouvrir des opportunités énormes, bah tu réfléchis pas longtemps. C'était quoi les principaux trucs que tu avais besoin de faire, dont tu étais content que Shopify le fasse? C'est des choses qui sont souvent basiques dans le e-commerce. Faire un panier abandonné, tu vois, dans toute solution aujourd'hui du e-commerce, généralement, il faut que tu aies un sender qui va le faire, le connecter sur sender. Là, par défaut, Shopify a cette option-là. Faire un email de retour en stock. Shopify a cette possibilité-là. Des déclinaisons couleurs, des déclinaisons taille, gérer un catalogue, importer un catalogue, exporter un catalogue. Des choses toutes sommes basiques, mais qui vont permettre, de te simplifier la vie en back-office, c'est super important pour moi, et deux, toutes les options de transaction e-commerce. Est-ce que je peux connecter un moyen de paiement très rapidement? Oui, c'est très simple, tu connectes et c'est fini. Voilà, tout était présent au moins pour faire le standard du e-commerce. J'avais pas de questions à me poser. Et surtout, et là je ne le savais pas encore à cette période-là, parce que moi je signais que pour Shopify, c'est tout l'écosystème qui est autour. Klaviyo, qui est un CRM exceptionnel, Gorgias, qui est un outil de SAV qui est génial, Yotpo, qui est un super outil aussi, Nosto, enfin, tous ces outils-là sont ultra connectés à Shopify, et tu sais que le jour où tu vas en avoir besoin, en même pas 2-3 clics, t'es connecté, ils ont la donnée, et tu peux travailler avec. Donc peut-être que tu peux continuer, ou alors tu les as tous dit, hein, les outils que tu utilises, donc c'est les apps. Alors ouais, les outils que j'utilise, vraiment qui me changent la vie par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, j'ai connu Magento, j'ai connu PrestaShop, j'ai connu WooCommerce, j'ai pas connu Salesforce, mais en général, quand tu veux connecter une solution, ça va prendre du temps de dev. C'est-à-dire que il faut faire une spécificité technique, comment tu vas le connecter. Ils te disent que c'est facile à connecter, mais c'est pas vraiment la réalité. Là, c'est du plug and play. Donc, Klaviyo, le CRM, c'est une folie, parce que en 3 clics, tu as toute la donnée qui est dans ton Shopify. Mais quand je te dis toute la donnée, c'est pas que la donnée transactionnelle, c'est aussi la donnée comportementale de ton client. C'est-à-dire que ton client, tu sais quel parcours il a fait, du moment que tu as son adresse mail, bien évidemment. Même s'il n'a pas acheté, tu sais qu'il a été sur les polos pendant 20 secondes et on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a scrollé, il a été voir une autre page. Et bah, tu sais que tu vas potentiellement aller pouvoir le capturer et aller lui envoyer une newsletter sur les polos, parce qu'on sait qu'il a un intérêt pour ces polos. Donc de base, tu as une donnée qui est énorme grâce à la connexion avec Shopify. Ensuite, tu as Nosto, qui est un très bon outil aussi de personnalisation. Ils font plein de choses, mais nous, on s'en sort surtout sur le merchandising du site. Donc, quels sont les produits qu'on va mettre en avant? Une navigation différente selon les utilisateurs, parce qu'il a été voir ces pages-là, je vais plus pousser ce produit-là qu'un autre. Par rapport au stock, quand on est déstocké, on va pousser les produits à fort stock ou inversement. Ensuite, ils font également de la reco produits. Les produits que tu as déjà vus, les produits que les autres ont vus que tu devrais acheter. Si tu achètes ça, achète ceci. La recherche, ils font aussi la recherche sur le site internet. Enfin voilà, il y a un panel qui est assez énorme. Et là aussi, c'est du plug and play, il n'y a pas de développement. Et ça trouve beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a de Yotpo, qui fait du review et également du SMS. Donc là, alors nous, on travaille avec eux sur le SMS et on est en train d'implanter la partie review actuellement pour les avis clients, et la fidélité, qui est un super outil de fidélité. Et ça va arriver, je pense, fin semestre, dernier Q4 Eden Park, parce qu'on a un sujet d'omnicanalité et on veut englober toute la fidélité avec tout le monde. Et je pense qu'on le fera avec Yotpo, qui est un très bel outil. Gorgias. Babac aussi, une solution de retour qui est assez top. Oui. J'aime beaucoup les fondateurs parce que j'aurais aimé avoir leur idée en fait. Je suis pas du tout jaloux, mais en fait, ça a été un sujet pour moi pendant des années de trouver une solution qui est capable d'éditer une étiquette retour sans que ça bug, que le client il puisse être en totale autonomie. Et ils ont lancé ce produit il y a 2 ans et ils ont résolu, je trouve, un sujet qui est génial. Je crois qu'il va être content. Je crois que c'est Raphaël, il me semble. Bref. Raph et Benoît qui sont cool. Ouais. Il y a ça, et puis il y a plein d'autres outils que j'oublie peut-être, mais l'écosystème Shopify est vraiment, vraiment très fort. Très cool. Est-ce qu'il y a des limites que tu as rencontrées dans ton Shopify? Il y a des limites, mais ils sont en train de travailler. Je pense que la plus grosse limite était la traduction du site, qui était un petit peu... C'est pas l'habitude ce qu'on a d'avoir sur les autres plateformes, et ça m'a un peu troublé au début. Tu passes par un outil tiers pour traduire ton site dans les plusieurs langues. C'est pas ultra pratique, mais là, ils ont rajouté une traduction automatique. Aujourd'hui, franchement, ils ont plus beaucoup de failles. Si ce n'est, si tu veux aller dans la full personnalisation. C'est-à-dire que c'est un peu ce que font certaines grosses boîtes avec du Salesforce, c'est-à-dire, moi, mon besoin, je veux aller de ce point A à ce point B en prenant tous ces virages, et je veux pas déroger de ces virages. C'est-à-dire que je veux telle complexité parce que chez nous, ça se passe comme ça, et qu'il faut qu'on puisse faire de cette façon-là. Shopify, je pense, est capable de faire la même chose, mais en prenant un chemin un peu différent, auquel il faut être prêt à s'adapter, mais parfois pour le même résultat déjà,
Et parfois pour un résultat qui va te faire gagner en productivité. Il faut accepter de se dire, et c'est ce qu'on a fait chez Eden Park, on n'est pas meilleur que les autres, et que eux ils l'ont testé de cette façon-là, et en effet, en écoutant la façon dont ils l'ont fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire justement, et on se rend compte que nous ça fonctionne très bien de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je capte. Si j'ai bien compris, donc parce que tu as hésité avec Salesforce. J'ai pas hésité. Enfin, je l'ai mis sur la table. D'accord. Qu'est-ce qui, un jour, pourrait te faire passer de Shopify à Salesforce? C'est un degré de personnalisation que Shopify n'est pas capable de prendre en compte. Un, c'est ça. Et deux, c'est le jour où je ferai peut-être plus un volume de chiffre d'affaires énorme, mais je parle là de presque 400 millions d'euros, et que, tu sais, tu payes à Shopify un pourcentage sur tes transactions. Et que ce montant-là sera trop fort par rapport à avoir tous mes devs en interne et tout faire en interne. Et passer par Salesforce. En fait, il y a cet équilibre. Je pense qu'il y a un montant, je ne sais pas lequel il est, peut-être 400 millions d'euros ou autre, où potentiellement les fees de Shopify commencent à être égaux à ceux de Salesforce et du coup à te rendre les choses compliquées. Je pense ça. Et du coup, est-ce que c'est peut-être le moment de se dire, ok, là je passe sur un Salesforce, ça va me coûter à peu près le même prix, et là je vais aller encore plus loin dans la personnalisation spécifique de mon site internet et dans l'ultime détail. Mais je pense que l'ultime détail se passe plus en back-office qu'en front-office. C'est pour toutes les équipes qui ont un PIM, un PLM, comment ils vont le connecter, comment l'info va redescendre dedans. Je pense que c'est plus un PIM et un PLM. Non, nous on a seulement un PLM, on n'a pas de PIM actuellement. Okay, tu peux m'expliquer peut-être aux auditeurs ce que c'est? Alors un PLM, je n'aurais aucune idée de ce que l'acronyme veut dire parce que je ne l'utilise jamais. Mais le PLM, c'est l'outil qui va servir à nos créas, à la production du produit, de mettre tous les éléments qui vont composer ce produit. C'est-à-dire, on va faire ce suite-là, on va mettre le gabarit, enfin tout le dessin, on va le mettre dans le PLM, et on va dire que ce suite-là, il a tant de pourcentage de coton, avec tant de boutons, avec tant de mètres de tissu, et tous les détails et toutes les mesures de ce produit-là sont dans le PLM. Et cette info, elle est essentielle à la fois pour chiffrer le prix du produit, ensuite l'envoyer en production. Et l'avantage, c'est que quand tu es connecté à ton PLM, quand tu vas réaliser ta fiche produit, tes informations, elles sont déjà présentes. Donc en fait, tu as juste Normalement, ça passe par le PIM pour réenrichir un peu cette information. Quand ils vont dire 25 cm de tissu, nous, on va dire du tissu de très bonne qualité en coton, par exemple. On va un peu reformater le texte, mais au moins toute l'information est présente. Et là, tu as une vraie suite logique, comment je lave mon produit, etc., de la création jusqu'à la mise en ligne de ton site. Donc ça, c'est le PLM. Et le PIM est un autre outil qui, lui, va collecter plein d'infos et va te permettre d'enrichir tes infos pour les diffuser sur ton site internet, tes marketplaces avec un message potentiellement différent ou tous tes sites différents. C'est-à-dire que, tu vas gérer tes traductions dedans, tu récupères les infos, tu les enrichis en disant t-shirt rouge devient t-shirt en molleton rouge en coton Pima, par exemple. Donc ça devient la fiche produit. Tu veux la traduire en 4 langues, tu peux mettre à disposition des traducteurs. Donc là, ils vont traduire tous les textes. Tu gères tes prix et tu peux dire, sur mon marché français, c'est tel prix. Sur mon marché américain, c'est ça, plus tant de pourcentage en plus sur le prix. Et puis, ma traduction, elle sera un peu différente. Et puis, je vais dire que je vais ajouter un contenu différent. Au moins, ça te permet de diffuser l'information dans plusieurs pays de façon un peu différente. Ça t'aide à gérer ton catalogue. Très clair. Ok. Alors, je suis loin d'être un expert en site internet et encore moins en CMS. Donc, moi, j'avais beaucoup entendu un mythe qui disait que Shopify était pas excellent pour les problématiques de SEO. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer ce truc? C'était vrai parce que il y a 2 ans et demi, je crois que c'était ma 2e refonte. Et sur les 2 dernières refontes, j'avais eu un peu de déception parce que chaque fois que j'avais fait ma refonte, j'avais oublié le SEO. Et en fait, tu perds en réputation, tu perds en plein de choses que tu as faites. Et du coup, tout ce travail, il est à refaire derrière. Ça te coûte de l'argent, ça te coûte, et c'est un peu compliqué. Donc là, je me suis dit, ok, on fait une refonte, mais je veux aussi que le SEO soit au rendez-vous. Donc on a impliqué une équipe SEO dès le début. Je suis arrivé, je leur ai dit voilà, je connaissais très bien l'équipe parce qu'on travaillait avec eux dans mon ancienne boîte. Et je leur ai dit voilà, on va faire une refonte, et c'est avec Shopify. Et ils ont pris peur. On dit ça se passe pas bien avec Shopify, on sait pas faire certaines choses. Ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et j'étais leur 2e client Shopify. En même temps, presque en même temps. Et du coup, on a bossé. On s'est dit, OK, comment on peut faire les choses? Il y avait des contraintes. Il y a des choses qu'on pouvait pas faire. Mais on s'est dit, OK, on va trouver des contournements. Et au bout d'1 an, Shopify s'est occupé du sujet. Et aujourd'hui, alors je suis pas expert là-dessus, mais il se lit, et moi en tout cas je le vois, parce qu'il y a des requêtes où on est en première position. Par exemple, sur Polo Home, on est entre la 1re et 3e position. On a vraiment bossé là-dessus. Shopify a aussi bossé, et aujourd'hui, je pense qu'ils ont résolu le problème, et ils sont, je pense,
aujourd'hui pas loin d'être une des meilleures plateformes au niveau du SEO. Juste, il venait d'où le problème peut-être Le problème, il devenait, déjà, tu as la catégorisation dans Shopify est très différente de ce que tu as sur d'autres sites. On ne gère pas en catégorie, on gère en collection qui vont être automatisées. En fait, on donne des règles de collection qui vont permettre à Shopify de classer les produits à l'endroit où tu veux. Par contre, il n'a pas de fil d'Ariane par rapport à ça. Quand tu fais un catalogue, normalement, tu dis homme, vêtements, polo. Il y a tout ce chemin qu'il fait. Lui, il fait pas ça, il fait une collection qui s'appelait Polo Homme. Donc, tu n'es pas lié à vêtements et à hommes. Et ça, le netlinking, donc tu sais, le fil d'Ariane que tu as souvent, ça, Google, à l'époque, en tout cas, il était très friand de ça. Ça, Shopify ne sait pas le faire, il ne sait toujours pas le faire. Mais ils ont trouvé d'autres façons de le faire maintenant. Donc ça, c'était un premier point. Et il y avait un autre point aussi, c'était les hreflang qui venaient un peu faire de conflit. Donc, quand tu avais du français-anglais, qui venaient faire du conflit et usaient beaucoup de budget crawl à Google pour référencer ton site, et qui faisait que Google te référençait moins bien que pouvait le faire un Magento ou un PrestaShop. Ok. Mais voilà, ça, je pense qu'un expert SEO, ça encore mieux répondre que moi. Très clair. Bon, je pense qu'on peut clore cette fenêtre Shopify et passer au second sujet, qui est la question de trafic. Il y avait quoi comme canaux d'acquisition quand tu es arrivé ? Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de méta. Il y avait bien évidemment du mail. Alors, c'est pas de l'acquisition, mais le mail était présent. Il y avait beaucoup de Criteo. Ouais. Et beaucoup d'affiliations, et je crois que c'est tout. Et j'ai toujours eu du difficulté à comprendre de pourquoi pas de méta, et j'ai jamais eu de réponse. Donc en effet, on lance notre Shopify, ça y est, on a un truc qui est stable. On sait que ça réagit au trafic, on sait que ça transforme bien, parce que c'était super important. Le but, c'était de transformer. Maintenant, en effet, il faut aller chercher du chiffre d'affaires. Okay. Et donc, tu n'as pas rencontré de résistance en voulant lancer méta au début ? Non, parce qu'il y avait une méconnaissance de la force de cet outil, en fait. Et maintenant, pas un peu plus, mais maintenant, Meta, qui auparavant était, oui, ça va être un petit moyen d'acquérir du trafic et d'amener du trafic sur le site, maintenant, ça devient un vrai outil plus global, groupe. Attention, qu'est-ce qu'on diffuse sur ce canal-là ? Et quelles sont les pubs qui sont poussées ? Est-ce que ça correspond à l'ADN d'Enpark ? Parce que aujourd'hui, on dépense quand même pas mal d'argent et beaucoup de gens le voient. Et ça a aussi un impact en physique. C'est-à-dire que ce que tu fais, forcément, tu le fais en e-com pour driver du trafic sur ton site e-com. Mais si toi, tu vois la pub, rien ne t'empêche d'aller en magasin. Donc voilà, c'est au début, non, mais maintenant, il y a beaucoup plus d'attention. Ok. Donc, explique-nous un peu comment t'as lancé le canal. Alors, en fait, je l'ai même lancé un tout petit peu avant Shopify. Parce que Shopify, on décide de faire la refonte en décembre 2021. Moi, je viens de passer mon Black Friday où c'est un plouf global. Et du coup, je décide quand même de faire des pubs pour Noël. Mais là, on les fait nous-mêmes. Il n'y a pas d'agence, il n'y a rien du tout. On prend des visuels et on se dit, on fait des pubs. On voit comment ça réagit. Mais on dépense tout petit budget. Mais on voit qu'il y a quand même... Enfin, je vois surtout qu'il y a un ROS qui est monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'est bien plus que 10. Parce qu'il y avait une attente, il n'y avait rien qui était à ce moment-là. Donc on a un ROS qui est très fort, et surtout je me rends compte à ce moment-là qu'Edenpark est une très très grosse marque cadeau. C'est-à-dire qu'à Noël et en fête des pères, on explose en chiffre d'affaires. Donc je l'ai fait au bon moment. Et 2, il y avait une attente. Donc, et surtout, j'ai pas un budget qui est énorme, donc j'ai un ROS qui est énorme dès le début. Donc je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. On finit Shopify, et là on se fait accompagner par pas forcément une agence de créa tout de suite, mais surtout une agence pour créer notre compte Facebook Ads à l'époque, créer nos campagnes, quelle est l'audience qu'on va utiliser, qu'on va cibler, toutes les bonnes pratiques, parce que, ok, moi je sais faire une pub sur Facebook, mais c'est un métier de faire ça. Et on commence à lancer, mais avec des tout petits budgets au début, parce qu'on fait que 8 millions d'euros, parce que je sais que ça peut être un très bon levier, mais je viens de faire une refonte Shopify, même si elle m'a pas coûté cher, mais voilà, on n'a pas forcément le budget qu'il faut pour faire n'importe quoi. Et on commence à tester, avec 1 ou 2 créas au début, qui sont faits en interne, mais qui respectent pas du tout les codes. C'est-à-dire qu'on prend notre campagne, on la met là, on met du budget, on met à peine du texte, on met que c'est la nouvelle collection, je crois que c'était PE à l'époque, PE je sais pas quelle saison, et puis venez sur le site, quoi, et puis on laisse vivre. Mais on a des très bons ROS, et puis on arrive en période de solde au mois de juin, où là, ça y est, on a 2-3 mois de connaissance un peu de Facebook, et là, on commence à mettre un peu plus de budget, et là, c'est notre première révélation, c'est ok, ça commence à faire beaucoup de CA, tu vois. Je crois qu'on a commencé en mi-juillet, vraiment de dépenser beaucoup d'argent. Ça a été pendant 6 mois, ça a été notre objectif principal, c'était Meta, et on parlait presque plus que de ça, quoi. C'était notre levier numéro 1 pour aller acquérir du trafic, et on voyait que la croissance derrière est au rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez réussi à... Alors, je ne sais pas si vous communiquez dessus sur l'augmentation de votre spend. Je ne communiquerai pas en chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que les montants, ils font peur maintenant. Non, mais c'est vrai.
Non, mais en fait, même c'est pas les mêmes choses qui font peur aux mêmes personnes. Bah, non, mais après, ça me fait pas peur parce que je sais que j'ai investi tant et que derrière, je vais retrouver tant en chiffre d'affaires. Moi, ma plus grosse peur, c'est le premier jour des soldes, par exemple. En fait, on met un budget colossal les premières 24 heures de solde. Et là, cette année, je vais encore l'augmenter parce qu'à chaque fois qu'on joue, bah, on gagne. Mais quand je te dis qu'on gagne, c'est qu'on fait pas... Je sais pas, on doit faire... sur un jour normal et un jour de premier jour de solde, en chiffre d'affaires, c'est x15. C'est énorme. Et du coup, bah, le budget, forcément, plus on en met, plus ça amène de trafic. On est ultra sexy à ce moment-là parce qu'on est une marque qui est qualitative, qui est dit qualitative, qui a une notoriété. Et en plus, on fait du -20 et on fait vraiment pas beaucoup de promotions le premier jour de solde. On est limite maximum à -30%, tu vois. Et tous nos produits sont presque à -20. Et bien, ce jour-là, les gens se déchirent. Et ça n'arrive qu'une fois, presque dans l'année, enfin 2 fois dans l'année. Les autres jours, même si on met autant de budget, je sais pas, il y a toute l'effervescence qu'il fait, on sera jamais aussi sexy ce premier jour-là. Et là, les chiffres font très peur. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est un petit insight qu'on avait pas mal participé à populariser là-dessus parce qu'on agrège en fait le spend de tous nos clients et du coup ça nous permet de faire des CESO prédictifs sur typiquement les soldes. Et tu vois que la CESO c'est facile, ça fait un U en fait. Premier jour, dernier jour. C'est exactement. Et donc les seuls trucs qu'empêchent les gens d'envoyer une sacoche le premier jour, c'est juste du courage. Bah, c'est marqué. Et quand tu dois foutre, tu vois, 50% de ton budget solde, au début, c'est pas pareil, quoi. Même moi, je le dis, j'ai pas eu le courage au début de le faire. Hein. Mais ça y est, là, c'est ma 3e campagne de solde. Ça y est, c'est clair. On sait que premier jour, on met. Et maintenant, on monitore notre chiffre jour par jour en solde. Parce que c'est essentiel. C'est trop important pour nous de pas être au rendez-vous. Si on sort de ces périodes de forte saison, c'est quoi un peu les bonnes pratiques que vous avez comprises sur l'acquisition méta? Alors, c'est d'en faire toute l'année. Au début, quand tu avais un petit budget, tu te dis, tu veux toujours couper entre la fin de livraison de Noël. Alors moi, je parle de Noël, je parle pas des soldes, mais Noël, c'est généralement, pour tous les commerçants, c'est toujours quelque chose d'assez important. Tu vas pouvoir livrer en général jusqu'au 19 décembre. Après, tu vas pouvoir faire du chronopole jusqu'au 21, et puis après, tu vas driver du trafic dans ton magasin. En général, c'est la stratégie d'à peu près de tous les e-commerçants. Et la stratégie de tous, souvent, et moi que j'avais, c'était, ok, le 21, ou alors le 24, tu coupes tous les budgets ads. Ça sert à rien de dépenser encore, il se passe rien. Tout le monde est chez lui entre le 25 et le 31. Bon, maintenant, il y a le Boxing Day, ou alors il y a directement, ils repartent sur des soldes ou autres. Mais nous, on fait rien chez Denpark. Donc j'avais souvent tendance à me dire, on coupe le budget à ce moment-là. Mais en fait, ça, j'ai complètement arrêté parce que, déjà, Facebook, il aime pas ça. Il déteste les variations de budget. C'est un peu ce qu'on a repéré. Mais surtout, profite de cette période, pas forcément pour vendre, mais soit pour faire de la noto, soit pour collecter du lead, et que derrière tu vas te resservir et que tu vas retargeter soit au solde, soit sur un moment qui est plus important dans la saison. Donc déjà on en fait toute l'année et nos stratégies sont pas du tout les mêmes selon la périodicité. Donc solde, on va être très fort sur forcément de l'acquise, mais aussi beaucoup de retargeting parce que c'est là que il se passe beaucoup de choses et le client faut le capturer à ce moment-là. En période de mars, avril, mai, là on va être sur de la notoriété de marque. On va pas faire beaucoup de chiffres. En fait, notre ROS, il chute très fortement. Mais l'idée, c'est de se dire comment on peut garder un discours avec notre clientèle. Donc, ça va être essayons de faire du lead, soit avec notre clientèle, soit avec une nouvelle clientèle. Parce qu'une fois qu'on a embasé le client, pour nous, derrière, il se passe des choses qui vont permettre un moment qu'il puisse devenir client chez nous et surtout de se montrer. On se montre Edenpark, mais le côté vraiment limite, viens pas acheter chez nous, mais voilà, Edenpark c'est ça. Edenpark, l'aspect décalé, c'est ça. On veut qu'il adhère un peu au Edenpark et on sait qu'il y a une partie qu'on va réussir à transformer avant les soldes, et ça sera le client parfait. Et puis il y a ceux qui seront l'élément déclencheur, ça sera le premier jour des soldes, et on sait qu'on les fera acheter. Ok. Comment vous êtes organisé sur la partie créa? Sur la partie créa, ça a été un vrai sujet. Ça n'a pas été facile c'est pas que c'était facile d'y répondre, mais en fait, quand tu mets les budgets que tu mets au premier jour de solde ou toute l'année, c'est des budgets colossaux. Et des fois, tu as envie de te dire, je vais faire une économie sur mes créas parce que j'ai des belles photos. Puis c'est pas compliqué de mettre un CTA au milieu de la photo et toi, ça paraît pas si compliqué que ça. Et tu te dis, ça me sert à rien que je dépense pas beaucoup d'argent, mais que je dépense de l'argent là-dessus, ça va se faire simplement. Mais en fait, il faut voir les choses d'une autre façon. C'est de dire, tu dépenses beaucoup d'argent, et si ta créa, en plus, elle transforme et qu'elle va correspondre à l'audience, qu'elle va correspondre à toutes les bonnes pratiques Facebook, tu as plus de chances que ton ROS soit plus fort, que tes clients viennent sur ton site internet et qu'ils achètent plus. J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre et de prendre ce virage-là. Donc au début, on était en interne, mais plus on augmentait de budget, plus on leur demandait de créa. Au début, c'était, je crois qu'on avait un rythme de 3 tous les 10 jours. En fait, on avait fait 3 cycles glissants, on en voulait 9,
mais glissant. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 qu'on mettait pendant 6 jours. Après, c'était les autres et elles s'entrelaçaient entre elles, en fait, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de répétition et que le client voit des choses différentes. Mais c'est un travail énorme. Et puis, on savait pas si ça... On voyait les résultats, mais on n'arrivait pas trop à challenger si c'était le bouton rouge qui avait marché ou la façon de mettre ce texte, etc. Et puis, on connaissait pas les bonnes pratiques. Maintenant, on travaille avec une agence de créa. Je sais même pas si je peux la citer, en fait. Je peux y aller parce que c'est nous. Ouais. Donc, on travaille avec le Labo Kudak et c'est un travail tous les mois. Vous nous livrez un nombre de créas défini. Je crois qu'on est entre 12 et 15. Mais ça nécessite chez nous un travail en amont. C'est-à-dire que, OK, calendrier de l'année, quels sont les moments importants, que nous, on vous communique les visuels qui vont correspondre à cette période et vous nous accompagnez sur voilà, comment on va le mettre en page, comment on va faire que ces créas soient bonnes. Et depuis qu'on a ça, ça performe toujours bien. Je vais pas mentir, j'ai pas les chiffres actuellement, je ne sais pas si ça performe plus. Là, à l'instant T, je reviens de vacances, je vais être honnête. On attend avec impatience les soldes, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, on a trouvé une stabilité dans notre équipe pour se dire qu'on a des créas qui sont performantes tout au long de l'année, et surtout, on les monitore, presque pas en A/B test, mais vraiment à la performance selon divers critères qu'on n'aurait jamais pu imaginer. À qui on va s'adresser, quel est le message, est-ce qu'il y a un CTA, est-ce qu'il n'y a pas de CTA, est-ce que c'est une vidéo, etc. On moniteur tout ça en résultat pour se dire, OK, le prochain mois, c'est ce type de créa qu'il faut et c'est ça qui va fonctionner. Élargissons un petit peu sur le reste du mix marketing. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans votre acquisition de trafic ? Oui, Google. Non, il y a Google, mais tu sais, souvent dans l'écosystème marketing digital, je le compare souvent à une équipe de foot. Et mon histoire, je vais te la raconter, elle est nulle, mais alors j'aime beaucoup le foot, mais certains gens ne comprennent pas le marketing et du coup, quand je leur explique mon écosystème, je l'explique un peu comme ça. Je leur dis, voilà comment il est fabriqué chez moi. C'est un peu une équipe de foot. C'est-à-dire que, ça va partir du gardien, qui est ultra défensif, qui va limite défendre un peu ta boîte. Là, je vais mettre du SIA défensif sur mon nom. Donc là, je vais faire du Google Ads et je vais défendre Eden Park. Parce qu'il y a toujours un petit malin qui va aller se placer sur Eden Park, la marque en elle-même, être devant moi. Moi, j'ai pas envie de ça. Donc, c'est un petit budget de fond, mais tu vois, c'est mon gardien qui va être un peu garde la marque et protège tout. Après, j'ai ma ligne défensive où là, ça va être les un peu plus long tail Eden Park, c'est-à-dire Polo, Homme, Eden Park. Ça aussi, j'ai envie de le défendre. Et j'ai envie que mon client, il arrive sur moi tout de suite. En parallèle, j'ai pas trop envie de payer Google Ads trop cher, donc je fais aussi du SEO. Pour me dire, au moins sur ces mots-clés qui contiennent du Eden Park, je veux toujours être premier. Ça, c'est ma défense. Je veux que personne aille là-dessus. Après, j'ai mon milieu, c'est eux qui vont commencer à activer les choses et à faire que ça parle de moi et que ça joue. Là, il va y avoir du méta. Il va y avoir du Google Ads aussi, mais un peu plus large. Polo Homme, Polo Homme Rouge, etc. Meta, bien évidemment, va être presque l'animateur de tout ça pour aller chercher de la nouvelle clientèle et ouvrir une audience qui est énorme. Parce que l'avantage de Meta, c'est que tu peux un peu cibler ton audience et aller très large. Et puis après, tu arrives sur l'attaque, où là, tu vas avoir un peu le retargeting, donc un peu avec Meta, qui va te permettre de retargeter. Et puis, tu as le buteur final qui est ta relance panier avec ton marketing automation. Voilà, moi, c'est un peu tous les éléments que j'ai autour. Et je trouve que c'est assez bien parce que, en fait, Meta est jamais réellement un buteur. C'est plus un passeur qui va... Et en fait, le client a besoin de tout ça, selon moi, pour acheter la finalité parce qu'il va certainement te connaître avec Facebook. Après, il va peut-être faire... le client que j'adore qui fait Polo Eden Park et qui va acheter, donc il va se retrouver sur Google. Là, j'ai bien défendu, il va acheter, donc il va très bien faire le taf. Mais il y a le mec qui est resté sur Facebook, il va être retargeté, peut-être sur du Criteo ou alors sur un Facebook derrière. Il va rentrer son adresse postale dans mon CRM. Moi, je vais lui renvoyer un mail. Et puis le final, c'est que je vais lui faire un abandon panier. Et puis en plus de ça, il m'aura vu sur Instagram avec une influenceuse ou n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est tout mon écosystème. Et là, je sais qui va acheter. Google nous disait qu'il y a 50% des parcours d'achat qui sont sur 5 plateformes ou plus. Ça confirme un peu l'histoire de l'équipe de foot. Et je suis sûr de... Enfin, je suis sûr, c'est un peu l'expérience que j'ai sur les 5 dernières années. Un méta tout seul ne fonctionne pas. Tu feras pas de miracle, en fait. Tu as besoin... Mais en fait, il faut se mettre à la place d'un client. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu achètes ? Moi, quand j'achète sur une marque que je connais pas forcément, donc je la connais sur Meta, je vais potentiellement retenir le nom. Donc après, je vais aller chercher sur Google. Une fois que je suis sur le site, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais aller voir les avis. Je vais essayer de trouver un coupon réduc, parce que je suis un peu radin. Non, mais tu vois, tu as toujours envie d'avoir le moins 10. Tu vas sur un truc, tu vas taper sur Instagram, tu vas essayer d'aller voir une influenceuse qui en parle. Et puis après, tu vas t'abonner à la newsletter en espérant recevoir un moins 10, parce que ça, tu connais le système. Et puis après, il va te faire un abandon panier. Et là, voilà, tu as presque couvert déjà tes 5 plateformes qui vont, moi, m'avoir rassuré et me dire, OK, maintenant, je peux y aller, je peux acheter ce produit. Et comment tu ventiles le budget entre toutes les lignes ? Au début, c'est pas facile parce que
il faut quand même attendre que les budgets soient... que tu aies un peu de données pour voir un peu qui transforme le mieux dans tous ces leviers que tu as. Mais après, tu as des données qui vont te dire, voilà, ton CRM va te ramener 30% de chiffre d'affaires. Après, c'est toujours compliqué parce qu'ils viennent toujours un peu se prendre des parts de marché chacun. Donc, il faut réussir un peu à transiter par rapport à ça. Mais voilà ce que rapporte ton CRM, voilà ce que te rapporte Google, voilà ce que te rapporte Meta, voilà ce que te rapporte Criteo ou l'affiliation, etc. Ça, c'est des chiffres. Et après, c'est à toi de ventiler en disant oui, mais ça m'a rapporté ça parce que j'ai mis plus de budget ou pas, de voir un peu tes ROS sur chaque plateforme et de faire un peu le juge de paix, de dire bah, j'ai mis trop d'argent l'année dernière, il faut que j'en mette un peu moins. Mais au moins, ça te donne déjà une très bonne picture de dire ok, CRM c'est 30%, Google c'est 25%, SEO c'est 20%, Facebook c'est 20%. Après, suite à ça, il faut que tu te mettes un ROS cible sur chaque plateforme. Et moi, c'est de cette façon que je calcule, c'est que je sais à peu près le chiffre d'affaires à l'année que j'ai besoin de faire. Je sais quelle répartition sur chaque outil, sur chaque plateforme m'amène du trafic. Je sais le ROS de chaque chose. Et après, c'est un calcul mathématique qui me permet d'avoir à peu près le budget que je vais mettre en face. Et tu arrives à faire la distinction dans ton calcul de ROS par plateforme entre nouveaux clients et... Oui, j'arrive à le faire parce que on découpe nos campagnes sur les 3 funnels. Donc le top, le middle et le bottom. Donc on sait que le top, normalement, est 100% de l'acquise. Après, bien évidemment, je fais confiance à Facebook là-dessus, qui me dit que potentiellement le top of funnel est normalement que de l'acquise. Après, bien évidemment, ça peut se mélanger et être un peu de retargeting. Mais après, je ne sais pas le faire différemment. Je sais ce que me coûte mon acquisition sur du top et je sais ce que me coûte du retargeting par client parce que je le découpe intelligemment dans mes campagnes. On passe à la dernière partie, sinon ça va durer trop longtemps. C'est la partie marketing automation. Ouais. Donc, une fois que quelqu'un t'a donné un lead, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les sources d'entrée qui te donnent des emails et dans quel contexte aujourd'hui? Tu as le client qui connaît Edenpar, qui va faire un achat sur Shopify et qui coche la case à cocher, j'accepte de recevoir des publicités. C'est le premier, c'est celui que tout le monde rêve, il te coûte 0 €, c'est génial. Après, moi, la meilleure façon aujourd'hui que j'ai trouvé pour avoir du lead, en tout cas en collecté, pas forcément qu'il soit à 100% quali, ça a été le jeu concours qu'on a réalisé pour la Coupe du Monde de rugby, en parallèle avec Meta, et en parallèle avec une pop-up sur notre site internet. On a eu une pub télé sur TF1 qui nous a permis d'avoir une notoriété importante, mais on utilise encore ce schéma pour du Facebook aujourd'hui. Le but, c'est viens sur mon site internet. C'est la première chose que je te demande. Donc, amène du trafic sur ton site internet. Très vite, la pop-up se déclenche avec une offre ultra attrayante. Nous, c'était 500 € à gagner. Je crois que c'était toutes les semaines ou tous les mois, pendant 2 mois. Il y en avait 3 ou 4 à gagner. Donc, en fait, tu vois ça, tu as envie de t'inscrire quand même. C'est à 500 balles que tu peux gagner très prochainement. Tu as juste à renseigner ton mail. Et là, on a eu un taux d'inscription qui a, je crois qu'il est de x4 par rapport à habituellement. Donc là, on a collecté énormément d'adresses mail. Donc c'est un peu notre première façon de faire. Enfin, pas notre première façon de faire au quotidien, mais celle qui a le mieux marché, c'était ce jeu concours. Et après, toute l'année, on fait des campagnes de leads sur Facebook. Mais ça, c'est en fil rouge. Toute l'année, on va collecter des mails qui sont saisis directement dans Facebook en disant « Viens t'inscrire pour recevoir nos invitations aux ventes privées. Pour être tenu au courant de l'actualité. » On a l'impression que c'est nul et que ça ne marchera jamais, mais c'est assez fou de voir le nombre de personnes qui s'inscrivent parce qu'ils ont l'impression de rentrer dans un club ou dans un avantage spécifique à une marque. Et là, on collecte beaucoup d'adresses. Elles sont moins qualitatives. Il y a tout un taf derrière à refaire de est-ce qu'ils vont ouvrir, est-ce que c'est une bonne adresse mail, est-ce que ça réagit ou pas. Mais ce travail, il en vaut quand même, il vaut le coup parce que la finalité, ça te permet d'avoir quand même des très bons leads et à la fin des clients. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment il est organisé ce système d'automation? Vous utilisez, donc c'est Klaviyo? Ouais, j'utilise Klaviyo. C'est quoi les éléments qui vous permettent aujourd'hui de faire du chiffre d'affaires avec ça? Aujourd'hui, l'email, c'est 30-40% de notre chiffre d'affaires. Attribution 2 jours. C'est pas attribution 7 jours. C'est vraiment du réel chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on envoie une news, que ça soit une news, on envoie une news, je crois, le mercredi et le samedi, parfois le jeudi aussi. C'est des news qui sont envoyées pas à notre base entière parce qu'on segmente un peu, mais c'est les 2 news manuelles en soi qu'on fait. C'est-à-dire, on prend des sujets, on envoie le mercredi, le samedi. Ça génère 40% du chiffre d'affaires. Donc, on a le mail traditionnel que je disais et on a toutes les campagnes de welcome, enfin, toutes les campagnes de marketing automation. Donc, c'est 40% de notre CA, du chiffre d'affaires. Et ensuite, c'est 50% qui est attribué au manuel et 50% qui est attribué à tous les flows qu'on a au quotidien. Donc, manuel, c'est les newsletters? Donc, manuel, c'est les newsletters que je disais tous les mardis, mercredis et samedis. Et l'automatique, c'est le welcome. La relance panier. Il est allé sur les polos, on va lui renvoyer une sélection de polos derrière. On a plein de flows qui sont en place et qui font un chiffre. En fait, tu bosses pas, quoi.
naturellement, ça bosse pour toi. Il n'y a vraiment pas de... Vous faites des A/B tests quand même sur les flows qui fonctionnent depuis des années ou... Alors, pas depuis des années, parce que ça fait simplement 1 an et demi qu'on l'a. Mais par contre, sur chaque version au début a eu un A/B test. Mais en effet, ça mériterait d'avoir un nouvel A/B test aujourd'hui pour savoir ce qui se passe. Je pense qu'on peut parler un peu des perspectives. J'en ai noté 2 dans ma trame. Il y a la mise en place de l'omnicanalité. Ouais. Et après, tout ce qui va être le lancement international avec donc Globally. Ouais. Je te laisse choisir celui dont tu veux parler en premier. Brièvement, l'omnicanalité, parce que je pense que c'est un sujet assez important. L'omnicanalité chez Eden Park, c'est un enjeu majeur parce qu'on n'est pas omnicanal en 2024, c'est quand même la folie. L'idée, c'est de connecter nos clients physiques à la base de données e-commerce, donc d'en faire un référentiel client unique. Aujourd'hui, on communique uniquement, et c'est un peu de la folie, à nos clients e-commerce. C'est-à-dire que nos clients physiques ne reçoivent pas de news, ne reçoivent rien du tout. L'idée, c'est de en faire un référentiel client unique qui nous permettrait d'avoir, comme le dit son nom, un client unique. C'est-à-dire que si toi, Théo, t'as acheté en boutique et en e-com, je vais pas te faire 2 comptes fidélité ou t'envoyer 2 news. Je vais scinder ton compte et identifier que tu es un seul client et agglomérer aussi tous tes achats. Donc ça, c'est notre objectif principal qui nous permettra de développer le CRM qu'on a mis en place sur le e-commerce, de faire un programme de fidélité, parce qu'Eden Park, on a des clients super fidèles, mais aujourd'hui, on n'a pas de programme de fidélité. Et ensuite, de faire du store to web, du web to store et tous les leviers possibles, imaginables qui seront... j'en suis certain, un levier de chiffre d'affaires énorme. Et du coup, on peut pas forcément beaucoup creuser parce que sinon on va dépasser. Alors, c'est la première fois que j'entendais le nom du software Globally. Globally. Ouais. Tu leur fais de la pub. La solution, elle se met en place dans 15 jours. Ok, donc pas encore en place chez vous. Elle n'est pas encore en place. Ce n'est pas encore une recommandation de je peux pas dire que la solution est bonne. En tout cas, tous ceux qui l'ont mis en place, à qui j'ai demandé, ont dit que c'était une très belle solution. Elle se connecte assez simplement à Shopify. En tout cas, elle est native à Shopify. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont partenaires avec Shopify Market sur la connexion de toutes les taxes et toutes les gestions de douane. C'est une solution qui va nous permettre de rendre notre site disponible à livraison dans 150 pays, avec les bonnes pratiques de chaque pays. C'est-à-dire, mettre la devise du pays en question, et également offrir le bon moyen de paiement qui va le mieux transformer dans ce pays, parce que c'est des pratiques courantes là-bas. Toi, si tu vas sur un site chinois et il te demande de payer avec JCB, un moyen de paiement que tu ne connais pas, tu vas pas être à l'aise. Tu aurais par contre un CB ou un Stripe ou un truc que tu connais, tu vas être plus en train de faire le paiement. Tu as l'affichage en yens sur un site chinois, tu vas pas forcément faire l'achat. Par contre, tu l'as en euros, ça va peut-être te donner envie de faire l'achat. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ça à 150 pays dans le monde, de laisser bosser un peu pendant 3-4 mois. Nous, ça ne demande pas beaucoup d'efforts forcément en interne. Et après, d'avoir la big picture, de dire, OK, ça fait 3-4 mois que tu as du flux sur ces pays-là, lequel a le mieux transformé, quels sont les résultats. Et à partir de là, OK, je sais pas, le Japon, ça a très bien marché. Et je vais investir en budget market dessus. OK, ça réagit très bien. Là, je vais peut-être engager quelqu'un qui va développer ce pays et aller creuser un nouveau marché pour Eden Park. Bastien, je crois qu'on arrive au bout de cet échange. Merci beaucoup pour toutes ces informations très précieuses. Je vais terminer avec la toute dernière question de ce podcast. Est-ce qu'il y a une autre marque dont toi tu admires les stratégies d'acquisition ? Il y en a une qui je trouve est assez brillant en ce moment, c'est quand même Kabaya. Je trouve qu'ils font un très bon taf. Pourtant, j'aime pas, je vais être honnête, et peut-être qu'ils vont vouloir le fondateur, mais j'aime pas leurs produits du tout. Mais je trouve qu'ils ont bien compris l'importance de la créa et à quel point c'est essentiel pour aller acquérir de la nouvelle clientèle. On embrasse Emilien et Bastien, du coup. Écoute, Bastien, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Merci à toi, pour ce temps que tu m'as accordé. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs dans le prochain épisode des Brutes Acquisitions. Ciao à tous.